morale, les questions du futur, de dire au cerveau ça c'est une immoralité parce que c'est illégal. Tout ça, pour des points de vue neurosciences, ça ne sert à rien. Le cerveau veut maintenant, à ce moment-là, je vais améliorer mes symptômes. Je crois qu'à ce moment-là, tout ce qu'on a gagné pendant 20 années, tous les études scientifiques qu'on a fait, Jean-Marie Crick, Marie-Jean Crick, le professeur Warren et tout le monde qui a travaillé avec ça, tous les efforts que vous avez faits ici en France, parce que vous avez les problèmes de la méthadone, que c'était un nom qui n'était pas bien accepté, mais vous avez changé la buprenorphine, on a bien travaillé avec ça, et vous avez amélioré vos malades. Il est vraiment menacé parce que quand les sida est moins virulent, le sida est moins dangereux, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nos malades doivent se guérir, absolument. L'abstinence totale et le comportement normatif. Et ça, ce n'est pas possible pour quelques de nos malades. Mais il y a beaucoup qui peuvent sortir, bien sûr, de la maladie. Mais il y en a quelques-uns qui sont les chroniques, qui sont comme le diabète. On ne peut pas dire au diabète, l'insuline, c'est un péché, l'insuline, ça ne va pas, on va prohiber parce que vous devez manger des choses saines, des choses naturistes, et comme ça, vous allez rester très bon. Les diabètes, ils vont dire, vous êtes faux, vous êtes vraiment faux. Le même, il faut dire à tous les politiciens, et toutes ces personnes, qui disent que l'extension des programmes de méthadone ou bien d'héroïne à ce moment-là, c'est une extension qu'il faut reculer parce que ce n'est pas tout à fait justifié. C'est vraiment justifié. En ce qui concerne donc le bilan de 2007 pour les primo inclus dans le centre, il s'agit de 63 usagers, dont 9 femmes. Et ça représente à peu près, je dirais, ça représente 26% des bilans toxicologiques faits dans l'année. Donc, on a fait pour à peu près 240 patients. L'âge moyen est de 35 ans et les extrêmes allant de 20 à 52 ans. Et vous voyez sur la figure à votre gauche la fréquence des drogues trouvées dans les urines de ces 63 usagers. Donc la méthadone pour plus de à peu près 60%, le cannabis entre 50 et 60%, les opiacés, la buprenorphine pour plus de 20%, la cocaïne, les benzodiazépines, dont Cyril parlait tout à l'heure, 20%, un peu moins le déantalvic et les barbituriques, c'est de moins en moins. Sur la figure de droite, là vous avez à votre droite donc le nombre de drogues trouvées par urine, et donc là on a la majorité c'est 3 drogues, 2 drogues, voire 4 pour 9 patients. Il y a un patient qui avait plutôt 5 drogues, et puis des patients qui n'ont rien eu, 0, donc il y en a 4. Avant d'aborder en fait les analyses telles qu'on les fait en routine chez nous, je voudrais partager ce graphe que j'ai fait. En fait, c'est le pourcentage de fréquence. La fréquence des urines positives, c'est-à-dire toutes les urines de 2007, en fait, 1055 urines, ça concerne 240 patients. Et vous voyez là, en fonction de la posologie de méthadone. Et si on regarde un peu le trait rouge, là, c'est les opiacés positifs. On voit que à la posologie entre 15 voire 20 mg jusqu'à 65 ou 70 mg, 50% des urines sont positifs en méthadone. Ça nous interpelle un petit peu, en plus de la méthadone, ils sont positifs en opiacés, en plus de la méthadone. Est-ce que ces patients sont équilibrés? Est-ce que ces patients, ils ont la dose adéquate? Donc l'intérêt des dosages de la méthadonémie, c'est dans le cadre, par exemple, chez les métaboliseurs rapides, tout le monde connaît cette notion-là, et on va avoir ça par rapport au polymorphisme génétique des enzymes des cytochromes P450, en fait, ceux qui métabolisent la méthadone. Et puis, bon, en cas de persistance des signes de manque avec une forte posologie, donc on peut se poser la question, est-ce que le patient est équilibré, est-ce qu'il a une méthadonémie correcte? Et puis, en cas d'interaction médicamenteuse, et Dieu sait, il y en a avec les inhibiteurs enzymatiques,
comme la cimétidine, le floxifral, le Prozac, et notamment la plupart d'ailleurs des inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Et puis les médicaments, dans le cas des co-infections, les antirétroviraux, notamment le Norvir, l'Emprénavir, le Lopinavir, etc., qui, eux, diminuent la concentration, c'est plutôt diminuer la concentration, et donc on a l'apparition des signes de manque. Il y a d'autres inhibiteurs enzymatiques tels que donc, les antituberculeux, la rifabutine, la rifampicine, d'autres chez les antiépileptiques, les carbamazépines, donc Tegretol, le Gardénal, le Trileptal, entre autres. Donc, et on sait qu'il y a une corrélation entre la posologie, la concentration plasmatique et l'effet. En ce qui concerne les seuils de positivité, nos recherches, non, l'effet séranotomate, c'est ce qu'on appelle les réactifs, en fait, des réactions immunochimiques automatisables. Et on fait ça séranotomate, donc c'est pour des grandes séries. On fait à peu près 50 dossiers, 50 urines par semaine pour 2 centres, donc le centre du Corbillon et le centre de Gainville dans le nez. Donc pour les amphétamines extasiques, vous voyez les seuils, donc à partir de ces seuils-là, on dit que c'est à peu près les seuils de l'ANIDA, donc on a entendu parler ce matin de l'ANIDA, c'est les seuils de l'ANIDA, sauf peut-être pour la buprenorphine, parce que c'est les avis là-dedans en fonction des biologistes, ça peut être 10 nanogrammes ou 5 nanogrammes, et puis le cannabis c'est 50, il y en a qui descendent jusqu'à 25 pour récupérer un peu quelques fumeurs passifs, bon, nous plutôt pour les vrais fumeurs, la cocaïne 300, la plupart c'est 300 nanogrammes ml. Au-delà, on dit positif ou négatif, si c'est inférieur. Maintenant, j'aborderai un petit peu, mais vraiment de façon succincte, pour voir les avantages et les inconvénients des milieux alternatifs. Donc, après une administration d'un toxique ou d'un xénobiotique, quel que soit, on peut faire des recherches ou des dosages dans le sang, dans les urines. Vous avez les délais de repérage ou de détection dans ces différents milieux. Le liquide gastrique, notamment par rapport aux urgences, parce qu'on est hospitalier, la salive, la sueur, les cheveux, on verra quand ça sert, l'air expiré, comme pour l'alcotest, l'air expiré. Donc les délais varient de quelques minutes pour certains milieux à quelques heures, voire 3 jours, voire plus. Les urines, par exemple, c'est 3 jours ou plus. Le THC, ça peut aller jusqu'à 30 jours, voire même plus.